J'aimerais remercier fortement tous ceux qui ont contribué à réaliser ce colloque et l'encyclopédie des mystiques rhénanes d'Écart à Nicolas Decuse et leur réception. Dans le cadre de la série à 4 volumes, l'apogée de la théologie mystique de l'Église d'Occident. En priorité, je remercie Madame le professeur Marie-Anne Vanier, qui a eu l'idée de proposer ce formidable projet. Sans son implication infatigable et celle de ses collègues du groupe de recherche sur le mystique rhénan de l'Université Paul Verlaine Metz, cette opération n'aurait jamais pu avoir lieu. De même, je remercie cordialement le père Nicolas Chancet et la maison d'édition du Cerf qui ont encouragé ce projet dès le début. Je suis convaincu que l'encyclopédie est un exemple abouti d'une coopération internationale couronnée de succès malgré des difficultés langagières ou plus générales, qui ne peuvent pas être évitées en exécutant un tel projet, mais plutôt compensées par l'expérience issue de la coopération et la solidarité. Une expérience qui dépasse toute frontière. À présent, je reviens sur mon sujet. Quelques remarques sur la situation actuelle de la recherche internationale sur Cusanus et leurs perspectives pour l'avenir. Il est évident que ce vaste sujet ne peut pas être traité abondamment dans ce cadre. Je vais me concentrer sur quelques aspects et certaines considérations fragmentées. Premier point, la situation actuelle de la recherche internationale sur Nicolas Decuse. Au cours du XXe siècle, la recherche internationale sur Cusanus a connu une expansion énorme, comme professeur Reinhardt nous a dit. Le point de départ de ce développement a ses racines, non seulement, mais aussi à Paris, ce qui va certainement étonner quelques-uns parmi vous. En 1920, juste après la Première Guerre mondiale, le théologien catholique, plus tard évêque Edmond van Steenberge, a publié un hommage pionnier de la vie et l'œuvre de Nicolas Decuse ici à Paris, qui reste encore hors concours. Le titre, le cardinal Nicolas Decuse, l'action, la pensée. Sa caractérisation de la personnalité intellectuelle de Cusanus est toujours fort pertinente. Je cite, « Esprit curieux, pénétrant, personnel, il a su tout ce qu'à son époque on pouvait savoir du passé, réfléchi profondément aux besoins de son temps, posé pour l'avenir quelques jalons qui sont des traits de génie. Il s'est préoccupé surtout de façon constante des plus hautes questions philosophiques et théologiques, les abordant à toute occasion dans ses traités, ses sermons, sa correspondance. Dans le cadre de ces idées essentielles, Nicolas Decuse a spéculé inlassablement, variant sans cesse ses points de vue, empruntant à des philosophies diverses les conceptions ou le langage dont il croyait pouvoir faire son profit. Il a beaucoup lu et tout fournissait un aliment à ses méditations, comme en témoignent les innombrables notes marginales dont il couvrait ses livres. Sa spéculation s'inspire surtout du pseudo-Dionys, de Proclus, de Saint-Augustin, de l'école de Chartres, de Saint-Bonaventure, voire même de Scott Érigène et de Maître Écart, aux expressions les plus hasardées desquelles il attachait un sens orthodoxe. C'était l'opinion de Edmond van Steenberge. Quant à l'Allemagne,
L'année 1927 a donné une impulsion décisive dans la recherche sur Cusanus. En effet, la parution de l'œuvre de Ernst Cassirer, Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance, l'individu et le cosmos dans la philosophie de la Renaissance, y a contribué. Ce livre, dont l'auteur était considéré comme un des principaux philosophes allemands de la première moitié du XXe siècle, voit Cusanus comme le personnage central du tournant du Moyen-Âge vers le temps moderne. C'était probablement la première fois que Cusanus fut étudié brillamment avec une précision détaillée devant le grand public. Quelques mois plus tard, comme nous a dit le professeur Reinhardt, la commission sur Cusanus de l'Académie des sciences de Heidelberg a été fondée. Cette commission était chargée de s'occuper de l'édition historique, critique de l'œuvre de Nicolas de Cuse. L'importance d'avoir le soutien d'une académie des sciences mondialement renommée dans le développement de la recherche sur Cusanus, qui se consacrait à cette œuvre à travers des décennies et restait fidèle à cette entreprise malgré des adversités nombreuses, ne peut pas être exprimé avec des mots. Un coup d'œil dans les lexiques et les manuels spécialisés de l'époque suffit à se rendre compte que Nicolas de Cuse n'était pas vraiment connu et qu'il avait même été souvent considéré comme un personnage obscur. Rares sont ceux qui ont eu l'idée de le mentionner, ne serait-ce qu'une seule fois, avec Anselme de Bec, Thomas d'Aquin, Descartes ou Kant. Cela a profondément changé. L'importance de l'édition de Heidelberg ne se limite pas au texte de Cusanus qui est expliqué par l'apparat critique. Le désenclavement complet des sources permet de comprendre la relation de Nicolas de Cuse avec la tradition philosophique et théologique. L'apparat parallèle rend possible d'observer le développement du personnage de Cusanus, sa pensée. Quelques tomes de l'édition comprennent un quatrième apparat contenant des testimoniaux. Ce sont des témoignages sur l'histoire des influences de Nicolas de Cuse. L'édition historique critique est un excellent moyen de recherche sur les textes de Cusanus et tous ceux qui ont pour but de publier des livres sur Nicolas de Cuse dans un milieu académique devraient la consulter. Perceptible à la vue de notre encyclopédie, la recherche sur Nicolas de Cuse s'est élargie et globalisée énormément au fil des précédentes décennies. Aujourd'hui, il existe des centres sur Cusanus, pas seulement en Allemagne, mais aussi au Japon et aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Italie, en Argentine et en Russie. Depuis quelques années, on peut aussi constater un intérêt croissant sur Nicolas de Cuse en France, même s'il n'y a pas encore une société française sur Nicolas de Cuse ou autre, comme par exemple un groupe de recherche. Des chercheurs importants sur Nicolas de Cuse et internationalement renommés, comme Maurice de Gandillac, qui restera une figure incontournable, ont fait beaucoup pour l'expansion de l'idéologie ou le pensée de Cusanus dans la sphère francophone. Tout cet élan magnifique actuellement. Ainsi, 2 traductions intégrales de Docta Ignorantia, l'un de Jean-Claude Lagarigue et l'autre de Hervé Pasqua, ont paru dans les deux dernières années et de nombreux textes sont encore aujourd'hui entre les mains des traducteurs. Tout cela donne l'espoir
que toute l'œuvre philosophique et théologique de Cusanus sera accessible en français dans quelques années. Malheureusement, les sermons, la prédication du cardinal allemand semblent encore avoir une faible importance en France. À l'échelle mondiale, beaucoup de thèses de doctorat sont écrites sur Nicolas de Cus, sans parler de nombreux articles le concernant. La meilleure façon de concevoir la progression de la recherche internationale sur Cusanus est de regarder l'American Cusanus Society Newsletter, qui est publiée par Morimichi Watanabe 2 fois par an depuis 1983 et qui liste soigneusement quasiment toutes les nouveautés et les annonciations des congrès actuels. Maintenant, je reviens sur la deuxième partie de mon analyse, les futures perspectives de la recherche sur Nicolas de Cus. À l'occasion du 25e anniversaire de l'American Cusanus Society, Société américaine de Cusanus, en mai 2008 à Kalamazoo, le philosophe américain Clyde Lee Miller a observé la recherche sur Nicolas de Cus sous quatre angles différents que je vais reprendre et concrétiser. La première mission de la recherche sur Cusanus, d'après Miller, est mettre en cohérence la vision intellectuelle de Nicolas de Cus. Il faut que nous soyons aussi précis que nous pouvons concernant les circonstances dans lesquelles il écrivait et pensait, et qui ont influencé la production et le caractère de son œuvre. Tout cela est une question du contexte étendu des forces religieuses, socio-culturelles, politiques et économiques existant en Europe au XVe siècle, de même qu'une question des circonstances concrètes de la vie de Cusanus. Fin citation. Cette mise en cohérence de l'œuvre du Cusanus mentionnée par Miller crée effectivement des défis énormes pour la recherche sur Nicolas de Cus. En principe, la recherche historique traitant le personnage de Cusanus et le XVe siècle en général a progressé énormément à travers les précédentes décennies, tout d'abord grâce à l'Acta Cusana, source sur la biographie de Nicolas de Cus, dont la recherche sur Nicolas de Cus profite de façon faramineuse. En fait, il est impossible de le comprendre et de le valoriser suffisamment si on l'observe hors du contexte de son époque, surtout qu'il était un des grands acteurs de cette époque et pas un professeur de philosophie ou de théologie qui regardait la vie avec distance. Malheureusement, dans la nouvelle génération d'historiens, il n'y a que peu d'experts sur Cusanus qui pourraient être intégrés dans notre travail. Miller décrit la deuxième tâche de la recherche sur Nicolas de Cus comme classique, l'interprétation des idées et de l'œuvre de Nicolas de Cus. Je cite, « Interpréter tout simplement, c'est expliquer aux autres ce que Nicolas dit et ce que cela signifie. » Fin citation. C'est sans doute sur ce point précis qu'on a fait les plus grandes progressions au passé. Les efforts faits par beaucoup de savants pour mieux comprendre Cusanus et pour déchiffrer sa façon de penser n'étaient certainement pas vains. Dans les pays germanophones, l'interprétation du pensée de Nicolas de Cus a profité de la publication du livre de Kurt Flasch en 1998, Nikolaus von Cus, Geschichte einer Entwicklung,
Vorlesungen zur Einführung in seine Philosophie. Traduction en français, Nicolas de Cuse, Histoire d'un développement, cours magistral de l'introduction à sa philosophie. Cette présentation importante, intellectuellement stimulante et simpliste à la fois, a été prise comme le point de départ d'une discussion diversifiée abordant quelques questions de base sur l'interprétation de Nicolas de Cuse. D'un côté, on discutait du développement de la pensée de Nicolas de Cuse, de l'autre, on se demandait si Cusanus était plutôt philosophe ou théologien. D'un point de vue personnel, j'en viens à la conclusion, plus que jamais, qu'il faut faire attention aux tensions intérieures de la pensée de Nicolas de Cuse, une polarité qui ne doit pas être dissoute au détriment de l'autre. Par conséquent, il est complètement insensé de se servir du Cusanus, l'auteur de Docta Ignorantia, contre Cusanus, l'auteur des Sermons. Il est également insensé d'opposer Cusanus comme canoniste rigide contre Cusanus, le visionnaire intellectuel du De Pace Fidei ou de l'injonction permanente du devoir d'obéissance concernant ses subordonnés contre l'anthropologie de liberté dans les écritures centrales, etc. L'expert sur Nicolas de Cuse japonais Katsuhiko Yamaki a énormément stimulé la compréhension du passé, du pensée de Cusanus, et je partage son point de vue. Il parle de sa pensée elliptique et ce qu'elle signifie pour lui, c'est-à-dire le détenteur des deux centres comme pôle. On pourrait aussi dire qu'elle a deux pôles comme centre au même titre. On peut identifier cette bipolarité de la pensée de Cusanus dans beaucoup de domaines. Elle est également secourable, comme Yamaki l'a bien montré, pour illustrer la signification de Nicolas de Cuse aujourd'hui. D'après Clyde Lee Miller, le troisième devoir de la recherche sur Cusanus est celui de l'évaluation. Je cite, « Évaluer, cela signifie juger en s'appuyant sur une solide justification ce qu'est la valeur de la pensée du Cusanus dans sa totalité et dans sa structuration. Je suis prêt à entendre un exposé sur les fautes de Nicolas comme penseur. Nous devons même nous poser la question si tout ce que dit Nicolas est vrai ou s'il est seulement intéressant, bien que ce mot ne soit pas une grande signification parmi les universitaires. » Fin citation. La thèse de Miller est mon point de vue est que l'évaluation est probablement la partie la plus faible parmi les différentes branches de recherche sur Nicolas de Cuse. On entend souvent des louanges sur Cusanus pour son originalité, mais peu d'interprètes expliquent comment ils définissent cette originalité ou pourquoi ils pensent qu'il est préférable d'être original plutôt que d'avoir tout simplement raison. Cette réflexion de Miller m'a tout d'abord laissé perplexe. Il me semble douteux d'approcher Cusanus, cet important penseur, comme un pédant qui juge ses fautes et ses méprises. Mais je pense que la réflexion de Miller vise aussi à autre chose. Généralement, nous chercheurs devrions nous libérer de la tentation d'être apologétiques. La recherche sur Cusanus devrait être clairement séparée de l'apologie, bien que cela soit parfois difficile, surtout si des intérêts personnels ou peut-être même, on peut même parler ici d'intérêts professionnels, suggèrent un point de vue apologétique.
Il n'y a aucune raison, et même si sur ce point-là je suis absolument d'accord avec Mila, de considérer uniquement positif les caractéristiques positives de Cusanus et sa grandeur en omettant son interdépendance avec son environnement. De même, il n'y a aucune raison de voir Nicolas de Cuse comme précurseur ou plutôt avant-gardiste des temps modernes à tous égards, quoique ce que Edmond van Stemberger a écrit est et restera juste. Cusanus a posé pour l'avenir quelques jalons qui sont des traits de génie. Considérer Cusanus d'une facile indifférenciée ne peut que mener à des distorsions anachroniques qui ne satisfont ni Nicolas de Cuse ni les temps modernes. Ainsi, je reviens sur la dernière mission de la recherche sur Cusanus d'après Mila. Le problème de l'application, en allemand Anwendung ou Umsetzung, de la pensée de Nicolas de Cuse. Mila le formule de façon suivante. Sera-t-il possible d'utiliser généralement tout ce qu'on a découvert et tout ce qu'on a apprécié sur Nicolas de Cuse afin de répondre à nos questions intellectuelles et d'adresser nos propres problèmes? Que devrions-nous ajuster et changer? Y a-t-il ici une relation somme toute ou n'est-il que quelqu'un d'intéressant d'un point de vue historique, un penseur original qui n'a influencé que peu d'autres et qui vient d'un temps terminé depuis trop longtemps, de façon qu'il n'y a aucun effet au présent. Fin citation. Avec ces questions, nous sommes sans doute sur le fil du rasoir. Il n'y a pas tellement longtemps qu'il était absolument proscrit, au moyen en Allemagne, de poser la question, comme chercheur sérieux, de la signification d'un auteur du Moyen-Âge dans nos temps modernes. Que pourrions-nous apprendre de lui? Aujourd'hui, on observe souvent une tendance contraire. Il faut qu'on justifie, souvent presque d'une façon abusive, la signification d'un auteur de l'époque. Si on ne le fait pas, des critiques se font entendre soulignant le fait que se préoccuper de lui n'est pas profitable et ne peut pas être alimenté par des institutions officielles. Ce point de vue simplement fonctionnel et fondamental faux et périlleux pour la conservation de notre culture. Je partage l'attitude du philosophe allemand Werner Bayer-Waltes qui a défendu le projet de l'édition historique critique sur Cusanus grâce à la métaphore de la tête de Janus. Je cite, « Regarde le passé afin de conserver tout cela pour l'avenir qui doit être préservé et ouvert grâce à sa dignité intellectuelle. » La valeur de Nicolas de Cuse est comparable à celle de ces grandes personnes de la philosophie comme Kant, Fichte, Hegel et Schelling. Leurs textes étant rendus accessibles en forme des éditions historiques critiques et comme ça privés d'interprétation quelconque, ne sont pas un musée d'une science ésotérique, mais un thesaurus intellectualis qui devrait être exploré par chaque génération et utilisé pour des prises de conscience nouvelles. Une mémoire culturelle comme provocation, devoir et clarification. Fin citation. La considération de la pensée de Nicolas de Cuse comme thesaurus intellectualis ou comme trésor intellectuel donne l'indication cruciale pour une estime juste. Bien sûr, cela s'applique aussi à la pensée du maître Écart et donne une justification suffisante pour notre encyclopédie. L'étude
sur un penseur majeur du passé comme Nicolas Décuse ou Maître Écart ne va certainement pas contribuer à maîtriser les questions complexes de notre ère d'une manière plus facile, car les idées ne peuvent être conférées directement du passé au présent que rarement. Mais elle élargit notre horizon intellectuel et elle ouvre le champ visuel de notre esprit. L'écrivain allemand Hans Magnus Enzensberger a rédigé une phrase étonnante en 2008 sur laquelle je suis tombé récemment. Le seul véritable étranger, c'est le passé. Ce qui veut dire que le passé est le seul endroit où on se sent vraiment étrange dans un monde globalisé comme le nôtre. Cette phrase peut paraître inappropriée à l'occasion d'un colloque à Paris, surtout prononcé par un Allemand qui ne maîtrise pas très bien le français. Mais elle comprend une vérité élémentaire. Peu importe l'endroit où on se trouve aujourd'hui, en Allemagne, en France ou presque partout dans ce monde, nos vies sont contrôlées par des lois similaires, celle d'une économie globalisée et celle de la politique globalisée. Il y a un danger énorme que nous considérons dans cette façon de vivre basée sur l'économie globalisée et de la politique globalisée comme étant absolument sans alternative. Sans alternative, en allemand alternativlos, est le mot préféré de notre chancelière Angela Merkel et a été voté Unwort, je ne peux pas traduire, de l'année 2010 en Allemagne. Actuellement, on ne trouve effectivement pas beaucoup d'alternatives convaincantes. Dans le passé, surtout chez les penseurs importants comme Maître Écart et Nicolas Décuse, nous trouvons des alternatives intellectuelles, des perspectives nouvelles de pensée sont introduites dont nous avons besoin plus que jamais. Je vous remercie pour votre attention.